dernière de cette première journée. Alors je vous rappelle le fonctionnement de cette masterclass. Peut-être que vous le connaissez déjà. On va être ensemble pendant à peu près 1 heure. Je vais d'abord échanger avec notre invitée, Anne-Catherine Trinon, et puis ensuite vous pourrez poser vos questions et réagir. Vous aurez le micro si vous voulez. Si vous êtes plutôt vieille école et que vous préférez prendre la parole à l'oral, vous pouvez aussi utiliser Klaxoon pour poser vos questions. Donc pour ça, vous allez sur le site klaxoon.com et vous entrez le code qui s'affiche. Normalement, c'est ensuite assez facile à prendre en main. Donc vous pourrez écrire vos questions tout au long de la masterclass. On les regardera plutôt à la fin pour ne pas perturber l'échange. Et puis l'outil nous permettra aussi de vous faire réagir après la prise de parole d'Anne-Catherine. Vous serez filmé, on sera filmé pendant cette masterclass. Ça vous permettra de retrouver la vidéo sur le site de 360 Possibles, sur la chaîne YouTube aussi, si vous voulez partager avec des collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, ou avec d'autres personnes, après tout. Et puis, on est toujours en compagnie de Barbara, qui fait du scribing. J'espère que je le dis bien. Donc, c'est de la prise de notes et de dessins pendant l'intervention, en direct, sans filet. C'est très impressionnant, je trouve. Donc, à la fin de cette masterclass, vous serez invité à venir voir ce que ça donne en synthèse visuelle, les grandes idées, les grandes notions qui auront été abordées. Peut-être que vous pourrez repartir avec Anne-Catherine, je ne sais pas. Il faudra négocier ça. Si on me l'offre. Oui, si on me le donne, je viens. Dans l'avion, ce sera compliqué, mais bon, voilà. Cette 5e édition de 360 Possibles s'internationalise, c'est bien. Ça nous permet d'avoir des intervenants et des intervenantes qui viennent d'autres pays, et c'est le cas d'Anne-Catherine Trinon. Bon, elle vient de Bruxelles, c'est pas très loin, mais c'est quand même pas la Bretagne et c'est pas la France, donc on apprécie. Alors, Anne-Catherine aurait pu faire une carrière dans la traduction ou l'interprétariat, puisqu'elle maîtrise plusieurs langues, dont l'allemand et le danois. À Bruxelles, en plus, c'est assez pratique. Mais c'est finalement dans la com qu'elle a révélé ses talents d'entrepreneur. Elle a créé sa propre agence à l'âge de 28 ans, l'agence Act Star. Et aujourd'hui, une vingtaine d'années plus tard, elle est à la tête d'une version, on va dire, élargie de cette entreprise qui s'appelle maintenant Altavia Act, spécialisée dans le commerce de détail. Et vous allez le voir dans cette masterclass, elle a développé dans cette entreprise un management participatif, empathique, qui tient particulièrement compte des peurs des collaborateurs et des collaboratrices. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Bienvenue à Rennes. Donc on disait, hein, c'est pas à Bruxelles, c'est pas la Belgique. J'ai dit management participatif parce que c'est le terme que vous employez, mais c'est un terme qu'on entend aujourd'hui à peu près partout, avec des réalités souvent très différentes derrière. Dans votre entreprise, en quoi ça consiste, ce management participatif ? Alors pour nous, ça consiste en plusieurs éléments. Le premier, c'est d'amener les collaborateurs de l'obéissance. Oui, oui, chef, vous avez raison, je vais faire ce que vous me demandez, à l'autonomie et la co-responsabilité. Donc moi, je pars du principe que chacun a un cerveau et que c'est mieux de le prendre avec dans l'entreprise. C'est beaucoup plus utile et surtout, ça peut servir le collectif de l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour moi, le management participatif, c'est ce que nous, on appelle l'intelligence collective. C'est vraiment faire en sorte que tout le monde puisse participer au projet de l'entreprise. Vous misez sur les compétences, sur la capacité à se responsabiliser, en fait. Oui, c'est vraiment de la responsabilité, de la co-responsabilité même. Moi, je considère que, je le dis souvent d'ailleurs à mes collaborateurs, on est dans un grand bateau. S'il y a un trou dans la coque, comme on est en Bretagne, c'est bien de parler de bateau aussi. S'il y a un trou dans la coque, vous savez où il est et surtout, vous savez comment le réparer. Moi, je ne suis pas expert dans vos métiers. Et donc, autant vous répariez les problèmes que vous rencontrez et autant vous veniez avec des propositions aussi pour faire évoluer le bateau. Ça, c'est pour la philosophie générale. Comment ça s'incarne au quotidien dans le travail ? Quel fonctionnement ça induit ? Alors, ça induit plusieurs fonctionnements. Le premier, c'est qu'on mise beaucoup sur la délégation. Donc, on a évidemment encore des managers dans l'entreprise, mais qui sont plutôt là en support pour accompagner les équipes. Certainement pas pour commencer à contrôler et à jouer, les contrôleurs des travaux finis. Les petits chefs. Les petits chefs, on va dire. Les petits chefs, je préfère qu'on n'en ait pas. La deuxième chose, c'est vraiment pousser à la délégation. Donc, c'est tous les collaborateurs qui rentrent dans l'entreprise ont une formation en intelligence collective et aussi, comment est-ce que je collabore avec mes collègues, si j'ai un poste managérial, c'est quoi la délégation ? Et donc, on va être très attentif à ça,
parce que c'est en déléguant d'abord qu'on peut prendre un peu de hauteur et être beaucoup plus performant. Mais ça permet aussi à chacun, chaque personne dans l'entreprise, de prendre ses responsabilités et de prendre son avenir en main. Et en fait, on crée un cercle vertueux qui fait que chacun devient porteur du projet et peut venir avec des propositions pour faire progresser le projet. Et par rapport à ce qu'on a mis en place, par exemple, on a mis en place des projets de tribus il y a quelques années. Ah oui, ça c'est le terme qui vous a peut-être un peu interpellé dans le titre de sa masterclass, alors, les fameuses tribus. Pourquoi les tribus? Parce que il y a quelques années, moi, ce qui m'a inquiété le plus, c'est de me dire, bon, ok, l'entreprise est en train de grandir. Comment est-ce que je vais casser les silos entre les différents départements? Parce que même si on en a participatif dans une société de communication, ben, on a les commerciaux qui ramènent un projet, qui ont évidemment promis aux clients que ce serait pour dans 2 jours. Ils arrivent en production et en production, on leur dit, mais t'es fou ou quoi? Il faut 4 jours pour faire ton truc. La créa s'en mêle. Enfin bon, bref, tout le monde finit par s'engueuler. Et donc, pour régler le problème, le mieux, c'est que tout le monde apprenne à travailler ensemble et comprenne la problématique de l'autre et les enjeux de chaque département, de manière à être beaucoup plus efficace et de pouvoir dire aux clients, non, c'est pas possible en 2 jours, parce que si on le fait en 2 jours, il manquera telle étape. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, même avant de dire aux clients, c'est pas possible dans 2 jours, avoir le réflexe de dire, je reviens avec une proposition, je vais vérifier avec mes collègues, ce qui permet aussi d'être efficace à ce niveau-là. Et donc, ce qu'on a mis en place dans ces projets de tribu, c'est des projets d'abord internes à l'entreprise. Donc, chaque année, on fait, à l'époque, maintenant, on le fait de manière différente, mais à l'époque, on faisait au moins 1 ou 2, je dis à l'époque parce que comme la structure a grandi, en 2006, on était 15, et quand j'ai vendu en 2015, on était 45, plus les 35 que j'ai récupérés, donc ça fait un peu beaucoup de monde, donc il a fallu remettre un autre type de processus en place. Mais on faisait au moins un team building par an. Et un team building chez nous, c'est plutôt discuter de quelles sont les problématiques qu'on rencontre dans l'entreprise, comment est-ce qu'on peut mieux collaborer. On élaborait alors toute une série de projets, et on continue à le faire aujourd'hui, qui sont des projets internes. Par exemple, on a développé à l'époque des projets liés à nos valeurs. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Ces valeurs n'ont pas été décidées par moi qui me suis levée un matin en disant « Tiens, je vais mettre ces 3 valeurs-là, tout le monde va aimer ». Non, j'ai travaillé avec les collaborateurs en disant tiens, quelles sont tes valeurs et quelles sont les valeurs que tu voudrais que l'entreprise véhicule. C'est quand même plus facile parce que finalement, si les gens sont dans l'entreprise, c'est aussi parce qu'on finit par avoir des valeurs communes, donc autant les diffuser. Et ça a été un des projets de tribu, par exemple, ça a été de dire tiens, comment est-ce qu'on va faire vivre ces valeurs? C'est bien beau de les avoir sur le mur, d'ailleurs chez nous, elles ne sont pas sur le mur. Mais comment est-ce qu'on va faire en sorte pour qu'elles soient vivantes dans l'entreprise et que tout le monde les vive. Et donc, on a créé une première tribu. Et ça ressemble à quoi, ces tribus? C'est combien de personnes, par exemple? C'est 4 à 5 personnes maximum, sinon c'est pas très efficace. Et donc, on a chaque année, on élabore 5, 6, 7 projets différents. Donc, on a eu cette année, il y a 2 ans, on a travaillé sur comment améliorer nos plannings, comment améliorer, on a mis en place des account plans chez nous, qui sont des projets de suivi de nos clients. Comment est-ce qu'on va mieux travailler au niveau de la communication interne. Et donc, les collaborateurs se réunissent. Donc, il y en a un qui prend le projet, qui dit « Tiens, moi, ce projet m'intéresse ». Et il va constituer une équipe. Donc, il y a une dimension spontanée et puis volontaire, surtout. Spontanée et volontaire. Et donc, c'est vraiment volontaire. Si personne prend le projet, je leur dis « Écoutez, c'est un peu bizarre, parce que normalement, ça n'arrive jamais, puisque c'est quand même eux qui viennent avec les propositions de projet. Donc, a priori, il y a quand même un qui prend le projet en main. » Et puis, il constitue une équipe en demandant aussi de manière volontaire qui a envie de participer à ce projet-là. Ce qui permet en fait de casser ces fameux silos, puisque les gens qui vont se retrouver autour d'une tribu font partie de différents départements. Et ça a permis, en travaillant de cette manière-là d'abord sur des projets internes, de vraiment améliorer la communication entre les différents collaborateurs. Alors on peut se dire super, tout le monde se parle, tout le monde s'entend bien. Est-ce que quand même tout le monde s'y retrouve dans ce genre de fonctionnement spontané, volontaire? Non. Donc moi, quand j'ai lancé le projet d'intelligence collective en 2009, j'ai perdu un certain nombre de... Enfin, j'en ai quelques-uns qui sont partis. Combien de personnes ça représente? Je crois qu'à l'époque, j'en ai perdu... j'ai dû perdre 15%. Parce qu'en fait, il y a des gens qui... il faut savoir que le modèle collaboratif, ça signifie aussi qu'on doit être proactif et qu'on doit être transparent. Et donc, on ne peut pas se cacher derrière son dossier. Donc,
il y a des gens, et d'autre part, ça signifie aussi que la proactivité, ça ne convient pas non plus à tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent avoir un cadre et avoir quelqu'un qui leur dit bah, maintenant tu fais ça, maintenant tu fais ça, maintenant tu fais ça. Il en faut aussi dans l'entreprise. Mais vraiment, moi j'accepte le fait que pour certains, ce soit vraiment trop inconfortable et donc ceux-là préfèrent partir et on en réengage d'autres. Inconfortable et ça peut faire peur aussi, Et ça surtout peut faire plus très peur. d'horizontalité, plus d'autonomie, Oui. plus de responsabilité. Certaines personnes, oui, se prennent ça un peu en pleine figure. Oui, tout à fait. Et donc, je l'ai peut-être plus vécu après avec la fusion de l'entreprise. Où je me On suis va en parler retrouvée, de la fusion avec tout à l'heure. un autre type d'équipe. Mais c'est clair que ça peut créer des peurs et qu'il faut pouvoir passer à travers ces peurs et surtout favoriser le dialogue et l'écoute et essayer de comprendre pourquoi les gens ont peur, quoi. Encore aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui bloque sur un projet, je dis c'est quoi ta peur? Quel est le problème? Comment on peut t'aider? L'objectif est de mettre les gens en puissance et certainement pas de les enfoncer. Vous vous y retrouvez en tant que dirigeante. Quels avantages ça vous apporte d'avoir ce fonctionnement, d'avoir des équipes très autonomes qui gèrent leurs projets de A à Z? J'ai gagné du temps. J'ai gagné du temps parce qu'en 2009, avant de lancer le projet, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est plutôt 2006 quand j'ai repris l'entreprise seule puisque j'avais un associé avant. J'étais vraiment ce que j'appelle aujourd'hui un petit patron de merde. C'est-à-dire que s'ils ne comprennent pas, c'est que c'est des cons. C'est elle qui l'a dit, là aussi. Aujourd'hui, je considère que s'ils ne comprennent pas, je me dis mince, j'ai mal expliqué. Et donc, je leur demande qu'est-ce que vous avez compris et je réexplique différemment. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'à l'époque, je me retrouvais débordée par des choses qui ne m'incombaient pas, puisque je résolvais les problèmes de chacun. Aujourd'hui, j'ai mes compétences à moi, ce que moi je dois faire comme responsable de la société. Et puis, je suis surtout là pour mettre les gens en puissance. Et du coup, je gagne du temps pour... Comme je ne suis plus dans l'opérationnel, j'ai le temps de réfléchir à d'autres projets, j'ai le temps de peut-être m'impliquer dans des projets un peu plus complexes. J'ai le temps de venir ici. Oui, c'est bien, on est content. Et voilà, mais ça n'empêche que mon temps est rempli par plein d'autres choses pour l'entreprise également. Mais alors, racontez-nous comment on passe de petite chef autoritaire qui contrôle tout, ou en tout cas qui veut tout contrôler, à Anne-Catherine Trinon aujourd'hui, qui délègue, qui a plus de temps pour les grandes décisions. On prend 10 ans. Oui, déjà, il faut du temps. On prend 10 ans. À l'époque, en fait, en 2006, j'ai rencontré J'ai eu la chance, en fait, en fin 2005, de rencontrer une consultante qui donnait une formation sur la gestion du changement. Et en prenant note de tout ce qu'elle racontait, je me dis, mince, moi, je m'apprêtais à me séparer de mon associé. Et j'avais pensé à tout. J'avais l'avocat qui était prêt pour quelques jours plus tard, etc. Il y avait un truc que j'avais complètement oublié, c'est que j'avais une équipe. Et donc, qui allait peut-être pas être tout à fait d'accord avec mon choix. Et donc, je me suis pris des claques pendant 2 ans, en fait, avec du coaching personnel où je me suis remise en question par rapport à ma manière de fonctionner et en testant des choses qu'elle proposait ou qu'elle m'expliquait, je me suis rendu compte que, tiens, ouais, ça marche mieux quand je fais comme ça. Et donc, qu'est-ce qui était si dur? learn. Vous dites prendre des claques. Qu'est-ce qui est si dur, voilà, quand on est dans la posture que vous décrivez, assez autoritaire, où on a l'impression qu'on sait où on va, qu'on sait comment faire les choses? Qu'est-ce qui est venu le plus brasser et remuer des choses? Je crois que le plus dur, c'est d'être patient, parce que les gens vont faire les choses comme vous le faites. Pas comme ils vont le faire, mais pas comme moi je l'aurais fait. Et donc, c'est vrai que j'entends souvent, même encore, mes collaborateurs qui me disent mais je vais le faire moi-même parce que ça va plus vite. Je dis ok. Tu continueras à le faire alors. Si tu veux le déléguer, tu dois accepter aussi que ce ne sera pas fait comme tu le veux, mais que ce sera quand même fait. Et peut-être que le client te dira oui, c'était fait différemment avec vous, madame, c'était fait autrement. Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit fait. Donc, c'est apprendre à être patient à ce niveau-là et c'est apprendre aussi à accepter qu'il peut y avoir des erreurs, qu'il y a un peu de casse, mais l'erreur est humaine et il faut l'accepter, quoi. C'est une démarche de lâcher prise, en fait, que C'est vous avez démarche eue de sur lâcher des années. prise, Ici, vous partagez votre ressenti, votre expérience, parce que c'est aussi l'objet d'une masterclass. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous autorisez à faire dans le cadre du travail? Raconter, par exemple, ce parcours et dire, voilà, avant j'étais autoritaire, j'étais pas comme ça, j'ai changé, c'était pas simple. Alors c'est marrant parce que je me suis retrouvée il y a quelques semaines dans le groupe à Paris parce qu'on me demande maintenant d'intervenir au niveau des managers.
Et j'ai donné une conférence d'une demi-heure et il se fait que j'avais 2 de mes collaborateurs qui étaient inscrits à la formation de management et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais jamais expliqué cette histoire dans l'entreprise parce que j'ai encore des collaborateurs aujourd'hui qui étaient là quand j'étais un patron de merde. Et donc, qui m'ont vu faire ce 180 degrés. Donc, je n'ai jamais ressenti le besoin de leur expliquer tout ça parce que je crois que ils le vivent et puis ils en parlent entre eux. On entend parfois encore qui expliquent comment j'étais avant. Et qu'est-ce qu'ils vous en ont dit, ces personnes, ces 2 collaborateurs qui vous ont entendu témoigner Ils étaient très surpris, en fait, parce qu'ils ils ont appris beaucoup de choses ce jour-là. Donc, ça m'a donné une idée, en fait. Oui, c'est assez rare. Hein. Vous pourrez probablement réagir tout à l'heure. C'est assez rare des chefs d'entreprise qui se dévoilent, qui vont faire part de leurs doutes, de leurs difficultés et qui vont assumer aussi leurs changements importants dans votre cas. Hein. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à démystifier, c'est que le chef d'entreprise, avant tout, ça reste un être humain. Il paraît, oui. Le soir, il rentre chez lui, il a les mêmes problèmes. Hein. Quand je gare ma voiture, je me retrouve comme tout le monde à faire à manger pour la smala qui est derrière et qui a faim. Hein. J'ai des ados, donc dès 6h30, c'est dans la cuisine. Et donc, je me retrouve comme tout le monde, avec les mêmes problématiques que tout le monde. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir aussi oser être ce qu'on est et dire ce qu'on est. Je me souviens, il y a quelques mois, j'ai dû annoncer, on venait de perdre un appel d'offres assez important. J'avais les larmes aux yeux et je leur ai dit, oui, je suis triste, je suis pas bien, mais je vous le dis, quoi. Après, ça a passé, mais comme ça, vous savez que si demain, je tire un peu la tête, ça n'a rien à voir avec vous, mais il faut le temps que j'avale aussi la déception, tout comme vous, tout comme les équipes qui ont travaillé dessus. Pour moi, c'est pareil. Alors, je pourrais arriver en surhomme en disant c'est pas grave, les amis, demain, ça ira mieux. Mais il faut aussi pouvoir se laisser aller tout en. Il faut quand même que je garde les rênes. Donc, je dois aussi garder les mains sur le. Oui, c'est pas le Club Med non plus c'est complètement. Pas sur le volant, mais voilà, c'est pas le Club Med non plus. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui est galvaudé aujourd'hui. On parle beaucoup d'entreprises libérées, de bonheur au travail. Je crois qu'il faut démystifier ça et se dire que derrière, il y a aussi beaucoup de frustration et il faut pouvoir passer à travers ses peurs, quoi. Oui, on va peut-être aussi démystifier cette posture que vous décriviez de la personne autoritaire qui sait où elle va. En vous voyant, on n'a pas l'impression d'une personne vulnérable qui risque d'essuyer des révolutions au travail ou qui va se faire bouffer par ses équipes. Qu'est-ce que vous y avez gagné, vous, justement, à plus oser vous dévoiler, dire les choses, assumer vos émotions au travail ? J'ai gagné en assurance, en fait, je pense. Et puis, j'ai gagné le respect de mes collaborateurs aussi. Je pense qu'il y a une certaine... Enfin, ils le disent eux-mêmes, hein, ils sont fiers de travailler là. Quand on rentre dans l'entreprise, et ça, quand j'ai des personnes externes qui viennent, ce qu'elles retiennent, c'est le calme. Il y a de l'humour. Bon, j'en ai moi-même, donc c'est clair que je l'ai sans doute insufflé, ou j'engage des gens, évidemment, qui sont un peu comme moi. Mais il y a beaucoup de calme et beaucoup de sérénité. Et je crois que c'est important aussi d'avoir de la sérénité au travail. Et on l'a aussi parce que c'est important dans le rôle qu'on a en tant que chef d'entreprise d'être aussi exemplaire. En termes d'exemplarité, par exemple, on a mis en place il n'y a pas longtemps, on est à Bruxelles, il y a la problématique de parking, et donc on a un parking, mais on a trop de voitures pour le nombre d'emplacements. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va régler ce problème-là ? Donc on a mis en place une tribu mobilité, de nouveau, la tribu qui a envie de participer au parking. Et puis ils ont trouvé une application qui permettait de gérer cette problématique de parking simplement on s'est inscrit en disant j'ai besoin d'une place de parking demain, oui ou non. Donc j'ai pas de place de parking non plus qui a titré si je suis pas là, j'ai pas de parking. Si j'ai pas fait la demande, j'en ai pas non plus. Et donc ça m'est déjà arrivé d'avoir oublié de faire la demande. J'ai été me garer ailleurs. Hein. Donc vous n'avez pas une grande place pour garer votre très très grosse voiture non. de c'est comme tout le monde. Alors vous dites du calme, de la sérénité, et pourtant c'était pas gagné parce que ces 3 dernières années, il y a eu beaucoup de changements dans votre entreprise. Vous avez prononcé tout à l'heure le mot qui fait peur, le mot de fusion. En 2015, vous avez fusionné. C'est toujours un gros défi pour une entreprise, quelle qu'elle soit. Oui. Quels étaient les enjeux très particuliers auxquels vous étiez confrontés Alors, j'avais un enjeu personnel, c'est que j'avais toujours dit que je ne vendrais pas. Donc le jour où j'ai annoncé à mes équipes que j'avais vendu, j'étais pas très bien. Et j'ai eu de la chance parce qu'ils étaient super contents de la nouvelle, mais j'ai annoncé aussi que je restais et que je reprenais la direction de l'ensemble.
Donc en fait, la fusion, c'est une fusion. Donc j'ai vendu à un groupe français qui avait déjà une société en Belgique et qui sont d'abord venus me chercher pour mes capacités managériales. Donc le modèle devait rester le modèle devait rester, ça c'était la condition sine qua non de la vente, sinon j'aurais pas vendu. La deuxième chose, c'est que avant la vente, avant même de me lancer dans le processus, j'avais réuni mon comité de direction qui n'avait aucune part dans l'entreprise, mais je leur avais expliqué le projet en disant on va passer au vote. Si l'un de vous dit non, on ne fait pas, eh bien on ne fait pas, c'est pas grave, on continue comme on est. Je sais que vous n'avez pas de part dans l'entreprise, que si je vends, c'est moi qui récolte les fruits, mais je veux pouvoir partager ça et je veux en tout cas m'assurer que vous serez encore dans le bateau. Donc si vous dites oui, ça signifie qu'on va passer à travers une grosse tempête et que vous allez écoper avec moi, quoi. Et ils ont tous dit oui. Donc ça m'a aidé évidemment à mettre les choses en place après. Parce que l'enjeu était au niveau de mes équipes, mais l'enjeu était également au niveau de l'équipe dont je suis devenue responsable. C'était 35 personnes à qui j'ai annoncé un après-midi. Bonjour, je suis votre nouveau CEO, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et je les voyais tous un peu crispés quand même. Donc la première chose qu'il a fallu faire, c'est passer à travers ces peurs, essayer de comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe au niveau des personnes de manière individuelle. Donc la première chose que j'ai faite, c'est un interview individuelle où je demandais à chacun qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui es-tu, quelle est ta fonction, et surtout, si je veux réussir cette fusion, qu'est-ce que je dois éviter? Quelles sont selon toi les pierres d'achoppement? Et les premiers étaient ils avaient un peu peur de parler, et puis au fur et à mesure, ils se sont passés le mot en disant écoute, elle a l'air cool quand même, vas-y, tu peux parler. Et je me suis rendu compte en fait que cette équipe avait été gérée par la peur. Donc j'avais des gens qui arrivaient dans mon bureau, ça faisait une semaine que j'étais là, en me disant mon fils est malade, est-ce que je peux partir plus tôt? Si ton fils est malade, d'abord tu rentres chez toi. Et puis alors ils étaient même étonnés parce que j'ai envoyé un petit SMS en demandant est-ce que tout va bien, t'es bien rentré, donc, etc. Il y avait une culture de travail très différente de celle que vous connaissiez. Partant de là, je me suis dit bon, si on remet tout le monde ensemble en 3 mois, on va avoir un écart tellement grand qu'on va créer encore plus de peur. Donc on a préféré attendre un peu. Et surtout, moi j'ai passé énormément de temps à travailler sur la confiance. Donc à leur expliquer que je leur faisais confiance, à démontrer que je leur faisais confiance et surtout à essayer qu'ils aient confiance en moi et qu'ils aient confiance dans ce qu'on allait mettre en place ensemble. Parce que c'est vrai qu'avec un modèle comme celui que j'avais, je leur expliquais des choses où je sentais bien que pour eux c'était... Tribu, ça faisait peur, par exemple. Tribu, ça faisait peur. Pouvoir travailler de chez soi, ça faisait peur. Prendre des responsabilités, ça faisait peur. Donner son avis, ça faisait peur. Donc, quel est ton avis? Je ne sais pas. Je sais pas si j'en ai. Donc il a fallu travailler là-dessus. Ça a pris beaucoup de temps, mais on y est arrivé. Et ma deuxième peur, évidemment, c'est que quand on est en processus de fusion, souvent on se dit ouais, dans 3 mois c'est fait, et puis l'entreprise va repartir. Il faut du temps. Et donc ma deuxième peur, c'était que la société mère à Paris commençait un peu à s'impatienter parce que les résultats ne suivaient pas, parce qu'il fallait d'abord s'occuper des équipes. Et donc moi j'ai travaillé par étapes en fait, en disant je vais d'abord restaurer la confiance et faire en sorte que les équipes se sentent bien, parce que si elles se sentent bien, on va pouvoir redémarrer l'entreprise au niveau commercial. C'est ce qu'on a fait. Mais est-ce que vous avez eu peur de ne pas réussir, tout simplement parce que le défi que vous décrivez, effectivement, 2 cultures managériales complètement différentes, 2 équipes qui ne se connaissent pas, et puis il faut réussir à faire un tout en plus en ayant un modèle de management particulier. Vous avez douté de vos capacités? À un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que surtout on va me laisser le temps de le faire? Donc ça a vraiment été cette question-là, la question du temps. Par rapport aux capacités des équipes, j'étais sûre qu'on pouvait y arriver. Mais bon, moi je suis une grande enthousiaste aussi. Je m'étais dit qu'en 6 mois, ce serait réglé aussi. Il a fallu 2 ans. Et aujourd'hui, on est de nouveau bien reparti, avec des équipes hyper motivées. Mais voilà, ces 2 années où, par moment, on est dans le doute et on se dit purée, mais ça va pas aller, quoi. Voilà, donc ça, c'est très compliqué. Oui, j'entends le doute, mais vous n'êtes pas du genre à avoir peur, en fait, au travail? Non, j'avais du doute, mais je n'avais pas peur, quoi. Je ne voyais pas... Et puis, on a adressé les sujets un après l'autre. On s'est quand même mis des étapes. Enfin, je dis on parce qu'on a travaillé avec le comité de direction pour avancer. Et puis, chaque fois qu'on a franchi une étape, on s'est dit, voilà, maintenant, ça c'est fait, on peut aller plus loin, quoi.
Et vous aviez anticipé surtout les peurs, c'est ça qui a facilité aussi votre Oui. démarche. Alors peut-être que aussi du côté de l'équipe qui était du côté de mon équipe de base, je dirais la première chose qu'on a faite au moment de l'annonce de fusion, quelques jours avant, on s'est dit bon voilà, on va devoir leur annoncer qu'on a vendu. Ils vont rentrer, donc l'annonce, normalement ça va aller, mais après ils vont rentrer chez eux et donc ça va commencer à gamberger. Et donc on a travaillé pendant une demi-journée sur le fait de se mettre à la place des collaborateurs qui viennent d'avoir l'annonce et qui rentrent chez eux. Quelles sont toutes les questions qu'ils pourraient avoir? Et donc on a fait toute la liste des questions qui pouvaient éventuellement se poser et on a répondu à chacune de ces questions. Et le jour de la fusion, on leur a donné ce document en disant voilà, c'est des premières questions auxquelles on a pensé, vous avez toutes les réponses. La deuxième chose que j'ai faite, c'est créer ce que nous on a appelé une war room. Donc un endroit où on leur a donné la possibilité de poser toutes les questions qu'ils avaient en plus. Et je me suis engagée en disant, voilà, je vais devoir circuler entre 2 sites. Mais tous les jours, je viendrai et je m'engage à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Parce qu'un des éléments clés de l'entreprise, c'est la transparence. Et donc, je n'avais rien à cacher. La transparence et l'empathie, vous avez dit se mettre à la place d'eux. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup dans votre pratique. Oui, et en fait, ce qui est fou, c'est qu'avec ce questionnaire qu'on a fait, où on a posé les questions et donné les réponses, on n'a pas eu de questions supplémentaires. Où elles sont venues beaucoup plus tard, et les questions qui sont venues beaucoup plus tard, c'était plutôt des questions inquiètes à mon sujet, en disant « Comment ça va? T'as pas trop de pression? Comment est-ce qu'on peut t'aider ?» Donc, il y a vraiment plutôt de l'empathie inversée vers moi. Alors maintenant que cet exercice quand même assez inconfortable de la fusion est derrière vous, vous disiez ça y est, tout est tassé, maintenant tout s'est mis en place à peu près. Qu'est-ce que vous retirez comme enseignement de cette fusion? Je pense que ce que je retire, c'est le fait il a fallu beaucoup de patience, donc ça c'est le premier élément, d'avoir réussi à... D'abord, je pense que je suis dans un groupe qui a un côté humain aussi, puisqu'ils ont patienté et ils étaient sûrs qu'on y arriverait, peut-être plus que moi, puisque par moments je doutais quand même. Et ce que j'en ai en tout cas retenu, c'est une belle expérience humaine, parce que finalement j'ai fusionné 2 équipes avec des gens qui avaient d'autres manières de voir les choses. Et aujourd'hui, on est plus ou moins une centaine. Avec aujourd'hui, après 2 ans et demi, un des enjeux au mois de mars de cette année, ça a été de se dire on fait une réunion commune. On travaille sur l'historique de l'entreprise depuis le début, mais en mélangeant tous les historiques des différentes entreprises, de manière à ce qu'en final, je n'ai plus des gens qui disent mais moi je suis Act, et moi je suis Altavia, et moi je suis Cleverwood, parce qu'on avait racheté 2 entreprises avant. Non, aujourd'hui je suis Altavia Act et je fais partie d'une seule entité. Et ça, c'était vraiment un de mes enjeux. Et aujourd'hui, on y est. Et donc ça, c'est vraiment... derrière, c'est l'expérience humaine et ce qu'on a réussi à mettre en place qui est important pour moi. Et alors, enseignement pour vous, très personnellement, qu'est-ce que vous en retenez de ces 3 dernières années un peu complexes à gérer? Un beau challenge. Un beau challenge humain, vraiment. Et de passer à travers tout ça, ça m'a renforcée. Dans la patience, l'empathie et l'écoute. Merci beaucoup, Anne-Catherine Trinon, pour votre témoignage. On peut l'applaudir, je Merci. pense.